Oui, merci de m'accueillir et puis de me donner la parole. Et puis, je suis très content de pouvoir intervenir aussi après Thierry et sa brillante présentation. Donc, du coup, je vais vous parler effectivement de ce projet. Donc, du coup, une simulation interactive pour expérimenter des stratégies alternatives de prévention du risque de submersion. Si je pense que je clique ici, ça fait quelque chose. Parfait, très bien. Et donc du coup, d'où part ce projet en fait donc du coup, comme pas mal d'études ici, de l'après-Xynthia, du constat après Xynthia, du coup, d'un manque de culture du risque au niveau des populations et des décideurs locaux en l'occurrence. Et donc du coup, le projet, lui, s'intéresse plutôt au deuxième item, du coup, le manque de culture, ou du moins essayer de cibler plutôt la cible, le public des décideurs ou des décideurs locaux. Vous allez voir que du coup, la partie plutôt population, habitants, c'est pas l'objet du coup de ce projet-là, mais c'est plutôt la partie élus et gestionnaires. Donc du coup, pourquoi on les cible? Parce que du coup, c'est les acteurs qui ont la compétence du coup gestion du risque. Et puis l'autre constat, c'était que à ce moment-là, on était en 2015, et du coup, notamment au niveau du laboratoire de La Rochelle, mais aussi d'autres laboratoires, il y avait une bonne connaissance quand même des phénomènes de submersion marine, et notamment du phénomène notamment de la modélisation de Xynthia. Et donc du coup, partant de ce constat-là, on se dit que du coup, ce serait quand même pas mal de pouvoir rendre accessibles ces connaissances scientifiques pour les élus locaux et les agents communaux. Autant peut-être qu'au niveau des ministères, c'est bien connu, peut-être qu'au niveau des régions, c'est bien connu. Par contre, c'est vrai que quand on commence à regarder au niveau des communes, au niveau des élus locaux de petites communes, comme par exemple celle citée par Thierry, et bien du coup, les connaissances scientifiques, notamment par rapport à la question de la submersion marine, elles n'arrivent pas forcément tout le temps jusque-là. Et donc du coup, voilà l'objectif du projet, et donc du coup, de permettre de s'approprier. Alors la question, c'était aussi de se dire, du coup, c'est peut-être pas un rapport scientifique qu'il faut faire, c'est peut-être pas forcément aussi que des résultats de simulation, mais c'est peut-être aussi pouvoir manipuler en fait ces connaissances scientifiques, c'est-à-dire pouvoir expérimenter par eux-mêmes, du coup, ce qu'est une submersion marine, ce qu'est de la prévention de la submersion marine, et donc du coup commencer à pouvoir faire du lien entre du coup de la connaissance et de l'application locale. Et donc du coup, d'où l'idée de partir sur une simulation interactive. Et donc du coup, on a cherché à avoir deux niveaux d'intégration avec les opérationnels, puisque du coup, on a essayé de construire cette simulation interactive du coup avec des acteurs locaux, et puis après, on l'a mis en œuvre sur le territoire. Alors de quoi il s'agit en fait, donc on appelle ça une simulation participative, c'est son vrai terme scientifique. Donc c'est quoi en fait un dispositif de simulation participative? C'est à la fois en fait une modélisation de la submersion, donc il y a un modèle de submersion, je vais en reparler. C'est également un jeu de rôle où les gens sont amenés à gérer le risque de submersion, et c'est également un simulateur interactif pour faire le lien entre le modèle de submersion et puis la partie, je dirais, mise en situation, qui est cette partie jeu de rôle. Donc le projet, vous voyez, donc de 2015 jusqu'à après 2021, on n'y est pas encore, mais on y va. Et donc du coup, moi je vais vous parler de beaucoup de la partie 2015, 2016, 2017. Donc du coup, à savoir le développement de cette plateforme-là, et puis son déploiement sur un premier terrain qui est l'île d'Oléron, auprès du coup de la communauté, en partenariat avec la communauté de communes d'Oléron, et notamment le fait que le dispositif était intégré du coup dans les actions de formation du PAPI d'Oléron. Donc du coup, sa mise en œuvre auprès des agents techniques et des élus de l'île d'Oléron. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné? C'est de ça que je vais vous parler. Et ensuite, on regardera du coup qu'est-ce que ça peut donner par la suite. Alors donc du coup, Lithosim, donc du coup, je vous disais, c'est à la fois un modèle, un simulateur interactif, et puis un jeu sérieux. Donc du coup, pourquoi un modèle? Parce que du coup, la première chose qu'on a faite, c'était de repartir d'un modèle de submersion. Et donc du coup, on a cherché à réutiliser du coup un modèle d'inondation, du coup, en l'occurrence un modèle d'inondation par débordement, du coup le modèle LISFlood qui est développé par l'université de Bristol, c'est celui qu'on utilise. Pourquoi on a utilisé ce modèle du coup d'inondation qui est appliqué du coup au cas oléronais? C'est parce que du coup il permet du coup des temps de calcul assez intéressants, puisque en 3 minutes en fait du coup on arrive à calculer du coup les niveaux d'eau, pas de temps d'environ 20 minutes du coup sur l'île d'Oléron. Et du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a calibré par rapport à d'autres modèles plus
performant, on va dire, qu'on avait à disposition et pour lequel, du coup, on a calibré, du coup, le modèle pour pouvoir coller, du coup, de manière assez fidèle à la simulation, du coup, Xintia en l'occurrence, et on obtient, vous voyez, 66% de recouvrement par rapport à des modèles beaucoup plus performants qui, eux, tournent en 3-4 jours, mais nous, on voulait quelque chose d'interactif, donc on voulait que ça tourne rapidement. Donc c'est la première chose, et c'était le premier levier qu'il fallait lever. Voilà. Une fois qu'on avait levé ce levier-là, et ben du coup, on a commencé alors du coup, par exemple, moi je suis géographe, d'autres collègues sont également de sciences humaines et sociales, avec tout un bagage sur la question du coup de l'interactivité, de la relation homme-machine, des parcours, de la constitution d'un parcours pédagogique, de la perception des acteurs. Et donc du coup, on a pu déployer, une fois qu'on avait levé le verrou un petit peu calcul numérique, ben, du coup, toute cette dimension-là plutôt sociale. Et donc du coup, on a développé du coup une plateforme interactive. Donc vous voyez ici du coup la façon dont les gens peuvent là voir des résultats de submersion. Et puis vous voyez en bas à droite des petites tablettes qui leur permettent du coup d'opérer des actions dessus. Donc comment ça se passe ? Ce qui est important, c'est que comme il s'agit d'un territoire, on est maintenant à l'échelle intercommunale, et que notre cible, c'est également les élus locaux et les agents techniques locaux, ce qui est important, c'est de recréer les conditions ou la situation, du coup, de collaboration, de coopération, du coup, de travail en commun entre différentes communes. Donc, du coup, la simulation telle qu'on la déploie, on la déploie de manière distribuée. C'est-à-dire que vous voyez ici une portion de l'île d'Oléron, c'est celle qui est, du coup, mise en situation lorsqu'on crée ces ateliers de l'ILTOSIM. Et en fait, on la sépare en 4 communes. Là, il manque une petite image en 4 communes. Et donc, du coup, on va avoir des équipes de personnes qui vont jouer, du coup, et qui vont être responsables d'une commune. Et donc, du coup, chaque équipe, va se retrouver devant une interface comme celle-ci. Et donc, du coup, il va pouvoir soit sur l'interface en haut, du coup, gérer plutôt la partie aménagement du territoire, donc reclasser du coup certains territoires en zone naturelle ou les reclasser en zone urbaine, ou densifier l'habitat, ou adapter l'habitat, ou alors sur la partie du bas, du coup, jouer plutôt sur la partie trait de côte, et donc du coup, en l'occurrence, renforcer des digues, rehausser des digues, ou démanteler des digues, c'est possible, et donc du coup, l'idée, c'est de travailler en fait sur ces deux volets, à la fois la question du coup les questions du coup de l'aspect plutôt, je dirais, aménagement du territoire, et puis l'aspect trait de côte. Et on peut faire les deux en même temps, mais c'est une vision, c'est une façon de rentrer dans le système qui est différente, et ça c'est important en termes de perception. Bien sûr, le modèle intègre également des questions de coût. Ce qui nous est remonté aussi quand on a développé avec les collègues, avec les partenaires sur place à Oléron, c'est que du coup, eux, ce qu'ils gèrent, c'est des dossiers. On peut pas, ça n'existe pas du coup de dire je vais jouer et puis je vais créer l'île que je veux. C'est pas ça qu'on cherchait à faire. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment réintégrer du coup toute la partie métier en fait du gestionnaire. Donc du coup, il gère des dossiers, il gère des échéances. C'est ce que vous voyez sur la partie de droite. Il gère des budgets. Et notamment ces budgets, donc du coup, sont réactualisés d'année en année en fonction des actions qu'il a faites précédemment, éventuellement aussi en fonction du fait que des habitants arrivent dans la commune d'à côté et pas chez lui. Donc du coup, forcément, ça impacte sur ses budgets. Juste, j'ai peut-être pas précisé, on est bien sur de la gestion ou du coup on est bien sur des ateliers qui concernent du coup la prévention, pas la gestion de la crise. Du coup, on ne gère pas la crise, c'est en amont. Et donc, du coup, les simulations qu'on fait avec les gens, on fait des pas de temps de 10, 15 ans. C'est de cet ordre-là qu'on garde. Donc, du coup, une fois que lorsqu'une submersion arrive durant un atelier, là, on ne peut plus rien faire. Du coup, c'est en fonction de ce qu'on a fait précédemment. Donc, on ne gère pas la crise, on gère l'aménagement et l'adaptation du territoire. Voilà d'autres illustrations, du coup, de comment on installe des nivelles, comment on surélève des digues, comment on rend zone naturelle, donc tout un tas d'éléments interactifs, on va dire. Chacun est sur sa tablette, et vous voyez qu'en haut à droite, dans l'image, en fait, du coup, il y a 4 communes, et puis de temps à autre, du coup, d'année en année, le jeu se déroule, et du coup, un événement peut survenir de manière fortuite. Lorsqu'un événement arrive, les gens se lèvent, ils ne sont plus à l'échelle communale, et ils ne sont plus sur la table de leur commune, mais ils se rassemblent sur l'image que vous voyez au milieu, sur la photo que vous voyez au milieu, autour d'un autre espace qui est du coup l'île dans son ensemble. Et du coup, là, c'est la dimension collective qui prend le pas, et du coup, à ce moment-là, le modèle de submersion ayant calculé les choses, du coup, on montre du coup le déroulement de la submersion, et les gens constatent du coup les niveaux d'eau qui arrivent dans leurs différentes zones, notamment les zones urbaines ou les zones naturelles, etc., avec différents niveaux de représentation.
Donc tout ça est animé selon un déroulé pédagogique, puisque en fait ce qui se passe, c'est que les gens, dans un premier temps, les élus et gestionnaires qui participent, et ben, du coup, dans un premier temps, ils vont être pas mal auto-centrés sur leur commune, et puis progressivement, alors qu'une première submersion survient, bah, du coup, ils commencent à se dire, bah, tiens, peut-être que les aménagements que j'ai faits, peut-être que ça a touché de l'autre côté, ah bah tiens, en fait, ici peut-être qu'on pourrait commencer à développer des stratégies de coordination. Et donc, du coup, il y a tout un déroulé pédagogique qui nous amène, du coup, finalement, à un débriefing pour, du coup, réfléchir ensemble. On sort à ce moment-là de la simulation, on est dans la discussion et on revient au réel. Alors, la simulation, elle a ce niveau de réalisme que je vous ai montré. Mais du coup, là, dans le débriefing, on revient au réel. Et du coup, on discute de tout cela. Alors, qu'est-ce qu'ils en retiennent, donc, nos participants ? Donc du coup, on a tout un protocole d'évaluation, je vous le passe, avec des entretiens, des questionnaires, des interviews, etc. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on mesure ? Voilà les types de résultats qu'on regarde. Du coup, les résultats sur les apprentissages, sur les mesures de prévention. Donc on regarde, du coup, qu'est-ce qu'ils ont appris sur la défense dure ? Qu'est-ce qu'ils ont appris sur la relocalisation ? Qu'est-ce qu'ils ont appris sur la défense douce ? On regarde également, du coup, forcément, l'évolution de leurs connaissances sur ces différents éléments, sur ces différentes mesures. Et puis je vais vous montrer maintenant un slide un peu synthétique pour ne pas prendre trop de temps. Du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est que durant le débriefing, le modèle, en fait, il reclassifie, il reclassifie les actions que les gens ont fait durant l'atelier en 3 types de stratégies. Donc, en stratégie dure plutôt, bâtisseur, on l'a appelé, défense douce, ganivelle, également habitat adapté, etc. Et puis retrait ou relocalisation, avec du coup des stratégies de densification sur l'intérieur des terres, et puis éventuellement jusqu'à, il y a un bouton pour exproprier, donc du coup parfois les gens le font, pas beaucoup, mais ils le font. Et donc du coup on regarde, vous voyez en bas à gauche, en fait du coup, durant le temps d'un atelier, en fait, comment les stratégies du coup des gens ont évolué durant la partie. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un petit trait blanc, en fait, c'est segmenté plus ou moins en 4 parties, en fait une submersion est arrivée. Et donc je vous le lis, de la couleur orange apparaît, ou bleu apparaît après, et donc du coup ce sont ces stratégies alternatives, c'est-à-dire donc du coup à Oléron, traditionnellement, on a quand même un héritage de la digue et du coup de la défense dure. Et du coup, au fur et à mesure de la simulation, du coup, les gens commencent à essayer de tester, notamment après une submersion, pas la première, ou 2 submersions, ils commencent à tester du coup d'autres stratégies de défense. Et donc du coup, c'est ça qui nous intéresse, du coup, c'est de voir comment, en fait, au fur et à mesure, du coup, des leviers, en fait, peuvent être débloqués. Alors, dans le cadre de la simulation, donc on est toujours dans le cadre de la simulation, comment des leviers cognitifs peuvent être levés au fur et à mesure, du coup, de la progression. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, du coup, on voit que, du coup, en termes d'apprentissage, qu'est-ce qu'on a mesuré ? Bon, on a de l'apprentissage sur la submersion, mais beaucoup sur les mesures de prévention. C'est vraiment le cœur, du coup, de ce dispositif, et c'est là qu'on y voit un intérêt. En particulier, dans le cas d'Oléron, sur des mesures de défense douce. Du coup, les perceptions sur les avantages et inconvénients des mesures alternatives évoluent. Et donc, notamment, du coup, des gens qui sont un petit peu moins convaincus ou qui voient un peu plus d'inconvénients à la défense dure, notamment du fait que il y a un coût, on regarde ça sur plusieurs années, donc du coup, et puis il y a un coût aussi à rénover systématiquement. Et puis, il y a toute une discussion également sur du coup les freins à l'adaptation. Et par exemple, sur Oléron, ce qui ressort, c'est du coup on hérite également du coup de toute une stratégie de défense. Et du coup, comment on fait en fait finalement pour changer. Et donc du coup, on a ce qu'on peut mesurer, c'est qu'on a une prise de conscience du coup de ce besoin d'adaptation. Par contre, l'adaptation en elle-même, du coup, c'est encore autre chose. Mais ce qu'on y voit et ce qui est également opéré sur Oléron, puisqu'on l'a fait en 2017, alors que du coup la CDC prenait la compétence GEMAPI, et bien du coup c'est que parallèlement, si vous voulez, à ce processus en fait d'apprentissage social qui s'opérait au niveau des gestionnaires et des élus, et bien du coup également une action politique se faisait à ce moment-là où du coup la communauté de communes cherchait du coup à renforcer de plus en plus sa stratégie vers de la stratégie de défense douce. Et bien du coup ce qu'on voit, c'est que du coup la partie, je dirais, collectif, le fait de se décentrer par rapport à une vision communale ou une vision plus locale, ben du coup c'était vraiment un des leviers forts en fait du coup de cette capacité finalement à oser changer, comme ils le disent, changer de paradigme, parce que pour eux c'est vraiment changer de paradigme.
Donc du coup, voilà, donc du coup, ces dispositifs du coup d'apprentissage social pour aider une action collective, pour la promouvoir, qui semble être un des leviers forts du coup pour oser changer de paradigme. Alors la suite, c'est quoi? C'est ce projet Lithosimgen qui est du coup le fait que sur Oléron, on a ces résultats qui sont plutôt satisfaisants. Et donc du coup, on s'interroge maintenant du coup sur l'adaptation de ce type de dispositif à d'autres territoires. Donc on a 5 territoires qui sont financés notamment par un projet de la Fondation de France. Et donc on s'interroge du coup à l'adaptation de cela. Qu'est-ce que ça va donner en termes d'apprentissage quand on va arriver sur des territoires contrastés qui ont du coup également des politiques très très différentes. Notamment, vous voyez, sur certains territoires, du coup on ne s'attaque pas forcément tout le temps à des territoires peut-être où on arrive peut-être plus compliqué en termes de politique locale. Et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant dans cette recherche. Et je vous remercie. Et vous voyez également du coup les partenaires du coup de ce projet, de ces suites de projets au dispositif Lithosim. Merci bien. Merci beaucoup Nicolas Becus pour cette présentation. On voit qu'à travers cette simulation participative, les flux d'informations vont dans les deux sens. Où on transmet un message, mais aussi on récupère des leviers pour pouvoir changer le paradigme. Est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation? Oui, Arnaud Ecat, Université du Littoral Côte d'Opale. Oui, merci pour votre présentation. Là, j'étais assez intéressé par justement toute cette question de participation de population riveraine. Et une des questions que je me posais, c'était les participants que vous avez eus. Qui sont-ils? Donc, c'est des volontaires, je suppose. Comment avez-vous fait pour les motiver? Parce que je pose cette question-là parce qu'on a un projet un peu similaire sur la Côte d'Opale, dans lequel les choses sont quand même assez compliquées lorsqu'on travaille avec les riverains. Alors, on n'est pas du tout sur le thème du jeu, mais donc justement, c'est peut-être une différence. Et l'autre question qui accompagne ça, c'est que je me dis, là, vous parlez de prise de conscience, par exemple, qu'il y a d'autres alternatives que, par exemple, rigidifier le trait de côte avec des digues, etc. Des gens qui voient qu'il y a des alternatives douces, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il soit dans un jeu, que ce soit une tablette et que ce soit virtuel, ce soit un peu « Ah oui, ça c'est bien, c'est chouette, on préfère ça », alors que si on est complètement dans la réalité, peut-être que les gens... Est-ce que vous ne croyez pas que ça peut être « Ah oui, mais là maintenant on revient sur la réalité, moi ma maison est là, finalement c'est bien les ganivelles et puis les œillats, mais finalement je préférerais qu'il y ait une digue ». Tout à fait. Merci pour... Je vais répondre en 2 temps, du coup. Première question, quel est le public? En fait, donc, du coup, là, le public, ce sont des élus locaux. Il y avait notamment 5 des 8 maires de l'île d'Oléron qui ont participé à l'un des 4 ateliers proposés, soit des maires, soit d'autres élus, ou des gestionnaires, du coup, des agents, du coup, des collectivités. Donc, du coup, on ne s'est pas adressé aux riverains et ce n'était pas le but. Alors, du coup, comment on est rentré? On est en partenariat du coup avec la communauté de communes d'Oléron. C'est eux qui ont invité aux ateliers, et parmi donc du coup les 88 personnes cibles du coup sur l'île d'Oléron qui sont soit élus soit gestionnaires au niveau communal, et du coup on a eu 33 participants. Donc voilà à peu près du coup le public cible qu'on a eu. Et l'autre question du coup qui est sur comment du coup le fait que ce soit un jeu, du coup, quel lien ils font, ou est-ce que ça a vraiment un sens pour eux dans la réalité? On opère 2 choses, en fait. Du coup, on opère une première chose qui est, du coup, dans un processus, en fait, du coup, d'immersion comme ça, on a toujours un moment qui est le débriefing, qui est le fait que, du coup, on revient... Voilà. Pardon. Du coup, on revient du coup au contexte de la réalité. Donc, c'est dans ces dispositifs de simulation participative, du coup, il y a une immersion et après, on sort. C'est comme ça que ça procède dans un processus d'apprentissage social. Et donc, du coup, il y a ce temps de débriefing qu'on fait. Donc, du coup, sur un atelier de 3h30, on passe 1 heure de temps en débriefing. Le débriefing, on est sur la réalité. On passe peut-être un quart d'heure en disant alors comment ça s'est passé, etc. Et après, du coup, sur les 1 heure restantes, du coup, on est vraiment sur le lien à la réalité. On ne parle que de ça. Donc du coup, ça c'est une première chose. Donc on s'appuie sur ce qui s'est passé en fait durant le moment, je dirais, de simulation, pour se questionner par rapport à la réalité. Et on est dans ce temps-là. Ça, c'est une première chose qui se fait. Une autre chose qui se fait, c'est que, pareil, ce processus-là où, en fait, on sort du modèle, on sort de la prospective
pour s'interroger du coup sur la réalité, il s'opère également à une deuxième échelle qui est sur l'ensemble du processus. Le processus, il comportait 4 ateliers, plus des ateliers tests. Il s'est déroulé sur une période de 6 mois. Et en fait, si vous prenez cette échelle-là, en fait, 3 mois plus tard, on a eu un autre retour. Donc on a un retour à la réalité au sein d'un atelier, et à l'échelle du processus, on a notre retour à l'atelier, puisque du coup, après ces 4 ateliers, on a fait une restitution générale qui était un autre temps, 2 mois plus tard, et après on a refait encore une chose qui était un débat, où là on a invité des experts qui du coup reprenaient des questions qui étaient ressorties durant les ateliers, et donc du coup auxquelles on n'avait pas forcément le temps de répondre, ou c'était pas forcément l'objet dans ces simulations de répondre à des questions précises plus techniques entre guillemets, quoi. Et donc du coup on réopère du coup ce genre de choses. Autre exemple, et je fais très court, par exemple, une autre chose, c'est que, donc du coup, un des leviers, c'est ils se disent, oui, d'accord, il faut qu'on change de paradigme, mais du coup, c'est bien cette simulation, mais il nous faudrait quand même plus de données, plus d'expérimentation, etc. Donc, une des choses qui ressort, par exemple, en 2017, dans plusieurs ateliers, c'est les marées. Donc du coup, forcément, les marées, l'effet tampon, Oléron, ça marche très bien, etc. Et du coup, pas plus tard qu'il y a... Je m'adresse à mes collègues de La Rochelle, pas plus tard qu'il y a 3 mois peut-être. Du coup, il y a eu une conférence grand public qui s'adressait également à ce type de public, qui était porté par d'autres scientifiques et qui parlait des marées. Donc en fait, c'est également ça. En fait, il faut pas du tout le voir de manière individuelle. Ça rentre dans un processus, et du coup, ça rentre dans un processus où on passe de phase du coup de prospective, de je m'imagine, je simule. Et c'est aussi cette simulation, c'est aussi ce temps qui est aussi un temps de liberté qui nous permet également d'envisager d'autres paradigmes, parce que du coup, on est dans un degré de liberté, avec des temps où on se confronte plus concrètement à une expérimentation terrain.